Amis brasseurs amateurs, bonjour. Vous êtes sur le premier podcast de la chaîne. Ça s'est fait un peu par hasard. Je testais mon matériel pour faire des lives et Arthur de la brasserie du Pays Welch est passé par là. Du coup, on a parlé brassage amateur et professionnel, formation microbrasserie, NEIPA et houblon français. Je vous laisse découvrir tout ça tout de suite. La brasserie où je suis, elle existe depuis 10 ans. Elle a été rachetée il y a 3 ans par un distillateur. Et puis du coup, comme c'est pas son métier, il a cherché un brasseur qu'il a fallu remplacer il y a 6 mois. Donc me voilà. D'accord. Et c'est quoi le nom de la brasserie ? Moi, c'est la brasserie du Pays Welch. Donc c'est en plein milieu du Ballon des Vosges, dans le Haut-Rhin, dans le 68, à côté du col du Bonhomme, pour ceux qui connaissent. T'es rentré dedans comment du coup ? Alors moi, de base, je suis dans le visuel, donc rien à voir. J'ai bossé un moment à Paris, j'en ai eu marre, je me suis cassé en Nouvelle-Zélande. Avec déjà cette envie de faire de la bière. Sur place, j'ai rencontré plein de brasseurs tellement cool que ça m'a vraiment conforté dans l'idée que je voulais faire ça. Et du coup, en revenant, formation à l'IFBM à Nancy, je crois, genre créer une microbrasserie, formation approfondie. Là, ça dure 2 semaines. Et clairement, alors 2 semaines, c'est pas beaucoup, hein. Mais tu as le temps de voir tout de A à Z sur le début, comment créer ta brasserie et puis ensuite comment tu fais tes recettes, comment tu gères la propreté, comment tu gères ton ton salaire, comment tu vas gérer le prix de vente, la distribution, ce genre de choses. Les trucs auxquels tu penses pas forcément. À la base, c'était pour toi pour créer ta brasserie ou c'est que tu t'es lancé là-dedans Non, moi je suis un peu trouillard de base et du coup il était hors de question que je monte une boîte alors que déjà je connaissais pas le métier de brasseur. Ouais. Enfin pas plus que ce que je faisais à la maison. Ouais. Et surtout être patron de sa propre société, c'est aussi un job à plein temps. Ouais. Quand on est brasseur, quand on monte sa brasserie, il faut pas oublier on est et patron, donc gérant d'une entreprise, et brasseur. Je me sentais pas faire les deux tout de suite, quoi. Parce qu'un jour, c'est un truc qui te tente ? Qui te tentera, tu penses ? Ça me fait toujours autant peur, mais ouais, pourquoi pas. Et du coup, il y a JCRFR qui demandait si ça coûtait cher la formation. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Attends, je te retrouve le devis, je vais te dire, ça va faire peur aux gens. Ça coûte cher. Dans toute la formation, on devait être une douzaine. Je crois qu'il y en a que 1 ou 2 qui avaient pu la faire financer par Pôle emploi. D'accord. Puisque être brasseur en France, c'est encore un métier qui n'existe pas officiellement, hein. Ah ouais. C'est pas reconnu en tant qu'artisanat déjà, donc c'est un peu compliqué. Si vous avez démissionné de votre entreprise, autant dire que déjà vous n'avez pas le droit à Pôle emploi, hein. Ouais. Moi, c'est ce qui s'est passé. Comme j'ai démissionné, quand je suis allé voir Pôle emploi, ils m'ont dit non, désolé, cherchez du boulot dans ce que vous savez faire. Alors, la formation de 10 jours m'a coûté en tout 2530 €. La formation franchement, en fait, j'avais déjà un contrat CDI de prêt pendant ma formation. Ouais. Je pense que si je l'avais pas eu, ça m'aurait bien motivé à monter ma brasserie. Ouais. C'était plus orienté montage de brasserie ou c'était plus orienté brassage ? C'est ça que je me demande. Non, création. Ouais. C'est vraiment créer une microbrasserie, formation approfondie. Ils partent du principe que tu sais déjà brasser, hein. D'accord, ok. Et toi, tu trouves que tu avais assez de bagages pour ça, du coup ? Je pense que j'avais peut-être pas assez d'expérience en tant que brasseur amateur. Ouais. Après, j'avais potassé plein de bouquins, donc la théorie, tu l'as. Ouais. Après, en fait, la pratique en brasseur amateur, je trouve qu'elle est importante uniquement, enfin, oui et non, mais surtout sur la création de recettes. Parce que le matos, de toute façon, entre ta cuve Klarstein 30 litres et une vraie brasserie de 800 ou 2000 litres, c'est pas pareil. Ouais. Ouais, t'es obligé de t'adapter à ton matos, c'est ça que tu veux dire ? Ouais. Ouais. Dans le fond, c'est la même chose, mais c'est quand même c'est un autre monde. T'as pas le droit de te tromper. Quand tu fais une nouvelle recette,
Si t'as pas eu le temps de la faire chez toi, à la maison, tu la fais directement sur les 800 litres. Ouais. Et du coup, faut savoir ce que tu fais, quoi. Vous faites souvent les mêmes recettes quand même, je suppose. Ouais, mais là, tu vois, je suis arrivé en décembre, j'ai déjà sorti une nouvelle recette de bière. Ouais. J'en brasse une demain. J'en fais une à la framboise demain. Et il te laisse assez libre sur ce que tu dois brasser? En fait, le souci, c'est que on a que 2 fermenteurs, du coup, faut quand même faire gaffe à la prod au jour le jour, quoi, parce que là en ce moment, on a quatre bières en vente, du coup, il faut avec 2 fermenteurs, tu vois bien que c'est un peu compliqué à gérer. Du coup, quand on doit faire des nouvelles recettes ou des essais, on essaye de faire ça quand il y a des creux, quoi. Il y a une question de je sais rien faire. En auto-entrepreneur, c'est inenvisageable d'être brasseur. En auto-entrepreneur, tu n'es pas assujetti à la TVA. Enfin, en gros, imaginons, tu achètes une bouteille vide, je sais pas, 50 centimes, il y a 20% de TVA dessus. Les 20% là, tu les payes, en fait. Et tu les récupéreras jamais. Et c'est valable sur tout ce que tu vas acheter dans la brasserie. Quand t'as en fait, à partir du moment où tu dois acheter, je sais pas, un fermenteur, une cuve, un groupe froid, ce genre de truc, en fait, tu vas te rendre compte que les 20% de TVA, ça représente un peu de rond, et que tu seras bien content de pouvoir les récupérer à un moment donné. Mais de toute façon, le plafond d'auto-entrepreneur, il est tellement faible que il sera vite dépassé, en fait. Enfin, peut-être pas vous en association, mais Non, nous, on fait à peine entre un 500 et brasseur, 1000 euros de chiffre d'affaires par mois. ouais, un brasseur qui se lance. Faut imaginer qu'un brasseur qui se lance, il a besoin d'une camionnette, il a besoin d'un local, là, il a besoin déjà d'acheter une brasserie, Ouais. l'équipement nécessaire, mais tu as besoin aussi d'acheter, ça peut représenter quelques tonnes de malt par an. Euh, je sais pas, moi, si tu chauffes au gaz ou à l'électricité, ça commence à faire beaucoup. À côté de son taf, oui. Après, en auto-entrepreneur, si tu gères bien tes dépenses et tes rentrées d'argent, il n'y a pas de problème. C'est juste que tu vas te rendre compte que l'État va te bouffer 50% minimum de tout ce que tu fais, quoi. On réfléchira au côté assujetti le jour où on investira un peu plus, quoi. Ouais. Parce qu'on a envie en gros, de passer un cap. Moi, j'ai envie de brasser sur des trucs un peu plus, de faire des brassins un peu plus gros, mais pas plus de 100 litres. Et puis j'ai Ouais. l'autre brasseur qui est avec moi, il aimerait bien passer un peu au-dessus pour pouvoir faire des marchés, des trucs comme ça. J'ai aucune notion de taille maximale qu'on se fixe, quoi. Parce que moi, je me dis, imaginons si lui, il brasse rien que 200 litres 2 fois par mois. Tu sais, avec le peu de charges fixes qu'on a, j'ai l'impression qu'on pourrait le payer. Bon, ça, c'est un calcul à faire, mais Ouais, non. tu trouves que c'est Non, trop petit? euh, ça dépend ce que tu veux le payer. Si tu veux le payer à l'heure, peut-être, mais Oui, moi, quand je dis le payer, c'est en gros que son temps de brassage soit payé. Tu ah vois, oui. qu'il fasse du bénévolat pour l'asso de temps en temps pour des actions et tout, ouais, mais tu vois, en gros, quand on fait 200, déjà 200 ou voire même 500 litres, t'as beaucoup de temps d'étiquetage, de mise en bouteille, de tout ça. Et franchement, c'est pas drôle, ça. Et du coup, Non, mais bien sûr. Par contre, du coup, peut-être faut voir est-ce que en tant qu'association, tu as le droit de faire appel à un auto-entrepreneur euh, pour du service? ah oui, ouais, t'as raison. Parce que là, à ce moment-là, le brasseur en tant qu'auto-entrepreneur pourrait fournir des factures de service, c'est-à-dire de brassage, d'étiquetage, mais Ouais, c'est l'association qui met à disposition le matériel, le malt, les matières premières, tout ça, quoi. ouais, c'est vrai. Et À voir. c'est souple. Je sais pas si c'est possible. Je sais pas si je sais pas si une association peut faire appel à un auto-entrepreneur. Je suppose, puisqu'on est bien capable de louer une sono et puis un mec Bah pour ouais. une soirée. Par contre, si le brasseur est membre de l'association, je sais pas si au niveau, si c'est pas considéré comme du détournement d'argent, ce genre Ouais, de truc. surtout que là, dans son cas, c'est un des présidents. Ouais, voilà. Donc, Ouais. si c'est une association à but non lucratif, Il y a Clément aussi qui demandait si dans ta formation, t'avais le côté management. Mais qu'est-ce que t'appelles, toi, Clément, management? C'est gestion
Ressources humaines ou organisation de ta brasserie? Ah, de toute façon, ressources humaines, il n'y a pas. Ouais. Ils partent du principe que tu es tout seul. Hein. Ouais. Ensuite, c'est management d'entreprise. Donc, par contre, là, c'est relativement vague, puisque de toute façon, quand tu crées une entreprise, le mieux à faire, c'est d'aller voir la chambre des métiers. Hein. Ouais. Bah, oui. Chambre des, je sais plus comment ça s'appelle, commerce et industrie ou chambre des métiers. Enfin, en vrai, chambre de l'artisanat aussi. Il y a plein d'organismes qui sont là pour aider les entreprises à se lancer. Après, de toute façon, entreprise, ça veut dire comptable. Hein, donc, le comptable, lui, il a de l'expérience aussi, donc il va pouvoir aider les gens. Mais c'est beaucoup de choses à prendre en compte d'un coup, je trouve. Souvent, avant de monter une boîte, faire mûrir ça 1 ou 2 ans, c'est pas mal. Et toi, du coup, t'es arrivé dans cette brasserie à 6 mois, mais t'étais pas du tout de là-bas à la base ou... Alors, moi, non. Alors, moi, je suis meusien de base, donc dans le 55, là où personne ne connaît. C'est vrai, je dis oui, mais en fait, je vais regarder sur Google, tu vois, 55. T'as Verdun et Bar-le-Duc. Ah oui, de Verdun, oui. Je viens de Bar-le-Duc. J'ai passé un peu plus de 6 ans à travailler à Paris, et puis 7 mois en Nouvelle-Zélande, et puis voilà, quoi. Tu faisais quoi en Et puis, des grosses vacances. Et du coup, quand t'es revenu, t'as atterri là-bas, mais depuis 6 mois, donc. T'as déménagé là-bas, carrément. En Nouvelle-Zélande? Non. Ah, là, dans le 68, ouais. Oui, je me suis installé là. Ouais. En fait, ça te fait pas si loin de là où t'étais à l'origine? Bah non, ça reste dans le Grand Est. Ouais. C'est pour ça aussi. Ouais, d'accord. Je croyais que c'était beaucoup plus loin que ça. Ouais. Et du coup, vous avez fait des mélanges entre les produits qui sont distillés et la bière? Ça a déjà été testé, ça? Ma bière de printemps, on rajoute une infusion de fleurs de sureau, donc pour le coup, c'est juste des fleurs de sureau infusées dans l'alcool. Ouais. Bah c'est déjà pas mal. En vrai, moi, ça me tente sur une blanche de faire la fleur de sureau, ce que je disais tout à l'heure. Je trouve vraiment que ça a un goût fin et rafraîchissant. Du coup, tu taffes en ce moment, t'es en vacances? Non, je taffe. Demain, je brasse. Voilà. Bon, ça va, t'as pas découvert trop de coquilles dans les vidéos? Non, ça va. J'en ai fait une sur la seconde fermentation. En fait, j'avais toujours pas fait de lager à l'époque. C'était une des premières vidéos. Et j'ai mis que le lager, ça pouvait être prêt. Je dis un truc du genre au bout de 2 à 3 semaines. Mais ouais, mais en industriel, tu peux parce que c'est sous pression et genre en 2 semaines, c'est réglé, quoi. Je crois que j'ai dit de 10 jours à 3 semaines. En industriel, en 10 jours, c'est réglé. Hein. Vous en faites, vous, des lagers dans la... Non. Tiens, petite question, du coup, quand tu fais ta fermentation dans une brasserie comme ça, est-ce que tu chauffes ta cuve ou pas? Non. Tu la chauffes non. Parce que la réaction dedans, elle suffit à maintenir la cuve à température ou parce que le local extérieur, il est à température? Le local n'est ni chauffé ni refroidi. D'accord. En hiver, je suis entre 19 et 20 degrés tout le temps. D'accord. Alors forcément un peu plus quand je brasse. Ouais. Et en été, on est à 20, 21 systématiquement. Du coup, en fait, on passe notre temps à refroidir les cuves. Je me demandais parce qu'en gros, on voit souvent des systèmes de refroidissement, mais jamais de chauffe. Et je me demandais. Ouais, non, parce qu'en fait, en général, en brasserie artisanale, en microbrasserie, on va utiliser des levures qui sont en dessous des 22 degrés. Ouais. Et enfin, tu vois, genre, moi, je suis entre 18 et 22 à peu près, et en fait, bah, c'est forcément légèrement en dessous ou alors à température ambiante. Ouais. Mais du coup, à température ambiante, même si ta bière elle est à 18, rien que le fait de mettre des levures, ça va monter de 2-3 degrés. Quoi. Franchement, sur 800 litres, tu peux regarder le thermomètre, tu le vois au début, tu le vois monter tout seul. Ah ouais. Tu vois les dixièmes de degrés monter. Ouais, ça prend de la température très très rapidement. Ça t'a pas mis un gros coup de pression au tout début quand t'as fait ton premier brassin là-dessus? Moi, je me dis passer de amateur à 800 litres, je pense que... Si, mais je crois que c'est le meilleur moyen pour se lancer, en fait. Ouais. Après, j'avais tout préparé, j'avais tout noté, j'avais mes checklists et... Vous utilisez un logiciel pour faire les recettes? En fait, non. Ils utilisaient pas de logiciel, et du coup, moi, je mets de Littlebox, simplement. D'accord. Ah, c'est bien. C'est rigolo de voir Littlebox pour des volumes comme ça. En fait, Brew Smith est bien, mais vraiment beaucoup trop... Enfin, Beer Smith est beaucoup trop complexe... pour que je comprenne encore tout.
Moi, c'est dans Beer Smith que j'avais du mal, c'est juste le réglage du matériel de base. C'est juste non, mais c'est la ça, première étape, c'était une usine à gaz, j'avais l'impression. et du coup, j'ai préféré faire très simple, gérer mes maltes, mes houblons, la levure, et puis basta, quoi. C'est plus pour me donner une idée qu'autre chose, finalement. Est-ce que tu fais quand même un calcul de ton rendement ou tu t'en fiches? Non, j'ai pas encore eu le temps de faire quoi que ce soit. Ce que je me demande, parce que en tant qu'amateur, moi je suis toujours à regarder mon rendement. En gros, j'essaye d'être au-dessus de 70% tout le temps. Et Ouais. tu sais, c'est pas une obsession, mais presque. Et du coup, Oh, non, je regarde pas, mais en fait, quand j'atteins un volume dans ma cuve et que ma densité est pas là, je sais que le rendement il est pourri, tu vois. oui. Et en fait, bah c'est trop tard. Ouais. Et quand ta densité est pas là, justement, tu corriges ton Bah, alcool ou pas? non, tu fais moins de bière. Si tu vois que ta filtration, elle te sort un mou qui est trop léger, bah en fait tu stoppes ta filtration, tu jettes ta filtration en fait, et puis tu t'arrêtes là, quoi. Ouais. Tu t'arrêtes parce que ton ta densité dans ta cuve début elle est bonne, et puis du coup bah en fait tu fais une bière à 5 degrés, tu fais une bière à 5 degrés, quoi. Tu peux pas t'amuser à sortir une nouvelle bière tous les 3 mois. Ouais. Donc bah tu t'arrêtes, t'en fais moins, et puis bah le lendemain tu cherches un peu, donc tu te rends compte que le moulin peut-être il a concassé trop fin, pas trop, enfin Ouais. pas suffisamment. Peut-être ta température de rinçage a été pas bonne. Enfin après il y a plein de facteurs qui font que bah brassin après brassin tu t'améliores, quoi. Oui, c'est sûr. Et puis après tu finis par connaître ta cuve, et puis tu sais que tu mets tant de malt à peu près, tu vas avoir tant de degrés plateau en sortie de cuve, et tu sais que ça va représenter tel volume, donc t'es plus, enfin au début je prenais ma densité, genre tout ce qui sortait de la cuve fil toutes les 10 minutes je prenais une densité. Maintenant je vois à peu près entre le premier, enfin ce qui coule au début et puis ton premier rinçage, des fois ça peut être tellement différent que si tu fais pas gaffe, bah en fait enfin c'est tout con, mais si tu descends trop en densité, t'es obligé de faire bouillir comme un dingue, et c'est de l'énergie, c'est du temps. Vous chauffez avec quoi d'ailleurs? Je suppose vous êtes à l'électrique? Non, c'est au gaz. Au Bouteille gaz? de gaz. Ouais. Ça, c'est le gros débat entre nous, avec Robin, là, l'autre brasseur, qui lui brasse plus de volume. Et ben, c'est le gros débat de est-ce qu'on passe à la chauffe au gaz ou à la chauffe électrique. Et Quentin de la brasserie du Vallon me dit passe à l'électrique, mais je sais pas pourquoi, mais le gaz nous rassure dans le sens où déjà t'as pas à passer par du triphasé ou même par un gros fournisseur, enfin par comment dire, une grosse puissance. Non, en fait, je crame pas le fond de la cuve, tout simplement parce qu'en fait, sur ton arrivée de gaz, juste un robinet, un manomètre, et puis Ouais. on s'arrange pour pas envoyer trop de gaz. Ouais. Mais du coup, faut pas être pressé. Si tu mets à fond, c'est sûr, tu crames le fond de ta cuve, quoi. Ouais. Bah oui, oui. Ça m'est arrivé une fois, j'ai pas fait gaffe, j'ai envoyé du gaz trop fort pendant une demi-heure, je reviens, je redescends le manomètre pour remettre la pression qui va bien, et en vidant la cuve, il y avait une belle croûte au fond. Il y en a encore un peu, tu vois. C'est des trucs qui sont, enfin, à nettoyer, c'est une catastrophe. Surtout que je peux pas descendre dans la cuve, enfin, c'est un peu compliqué, donc. Ouais. Et... Non, le gaz, on a quatre grosses bouteilles en parallèle. D'accord. Ça permet d'aider le gel en hiver. Enfin, j'ai pas fait le calcul, mais beaucoup disent que c'est plus économique de tourner à l'électricité. Je t'avoue que comme c'est une brasserie qui a été rachetée, ils ont gardé ce qui existait. Ouais. Et puis je crois qu'à l'époque, c'est parce que comme c'était un peu plus dans la montagne, je pense qu'ils avaient pas de puissance suffisante pour passer en électrique. Après, moi, si je devais faire une brasserie aujourd'hui, je pense que je m'intéresserais vraiment à la vapeur. Tu veux dire à ton en évaporation fait, ou au chauffage de ton eau à la vapeur au bain-marie? Non, chauffage de l'eau au bain-marie. Ouais. D'accord. Double paroi d'empâtage avec de la vapeur. Moi, il y a peu, je me suis intéressé au Herms, et je me demandais si le Herms pouvait être une bonne alternative à notre niveau, et j'ai pas du tout réfléchi au bain-marie. Le bain-marie en petit volume, je suis pas sûr que ce soit. Et c'est quoi l'intérêt en gros volume du coup? En fait, déjà, tu consommes, enfin, c'est vachement. Il semblerait que ce soit vachement plus homogène en fait, parce que ça permet de chauffer. Ça chauffe vachement plus haut dans la cuve. Tu chauffes pas que au fond. Ouais.
En fait, le souci du gaz, vraiment, c'est que tu chauffes que le dessous de la cuve. D'accord. Le bain-marie, alors t'as pas de la vapeur sur toute la hauteur de la cuve, mais ça monte quand même sur un bon 40-50 cm, quoi. Ouais. Quand tu commences à avoir des cuves de plus de 1000 litres, je pense que c'est intéressant, quoi. Mais du coup, sur du gaz, nous, on pensait corriger ce côté d'homogénéisation, soit par une recirculation, soit par un brassage. Tu sais, sur les cuves Paul Sinelli, là, t'en as souvent qui rebrassent. Ouais, je me demandais si le fait de brasser... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas dans ma tête, que le fait de brasser permet d'homogénéiser le mou pendant l'empâtage. Ah bah de toute façon, oui, il faut brasser, hein. Ouais. Moi, j'ai une hélice à l'intérieur, hein. Ouais. Mais tu sais, à la maison, sur mon Klarstein 30 litres, si je brasse pas, j'ai une cité de merde et il se passe rien, quoi. Ouais. Enfin, en fait, je suis obligé de doubler mes temps d'empâtage, sinon, clairement, l'efficacité, elle est à moins de 50%, quoi. Il y avait un résumé de brassage qui traînait sur Brassage Amateur. Et dessus, il y a marqué, en gros, qu'entre chaque palier... non, pas entre chaque palier, à chaque palier, il fallait plus brasser. Je sais pas si je l'avais mal compris ou quoi. Mais en tout cas, une fois j'ai essayé ça sur la Klarstein, ça m'a fait un rendement catastrophique, hein. Je crois que j'étais à 50-60% à peine. Pourquoi faudrait plus brasser? Je sais pas, je vais essayer de retrouver cette image, mais en gros, je crois que c'est dans les étapes. Lucho, normalement, vous cherchez d'avoir toujours la même densité dans vos recettes. Ah bah oui. Enfin, ouais, quand tu fais 2 fois la même recette, il faut que tu aies les mêmes densités. Ouais. Quand tu vends de la bière, il faut absolument qu'elle ait le même degré d'alcool systématiquement. Sinon, déjà au niveau de la gestion des stocks, c'est chiant. Au niveau des douanes, ça te fait 2 alcools différents à déclarer. Et puis, parce que le client, il veut le même produit tout le temps. Après, dans les différentes recettes, non, évidemment. Bon, j'ai 2 bières qui ont le même degré d'alcool, mais sinon toutes les autres, elles ont des degrés différents. C'est bien quand tu réponds. Ça me laisse le temps de chercher ce fameux dessin. Je vais pas le trouver. Non, mais quand on brasse, on fait toujours la même quantité, en fait. Surtout sur 800 litres, je suppose que vous amusez pas trop. Quand tu fais un brassin test, vous le faites sur du 800 litres direct ou tu le testes? Non, je fais à la maison sur le 30 litres. La brasserie où je suis, c'est une brasserie relativement traditionnelle et qui vise pas mal les touristes. Ouais. Du coup, au niveau des styles de bière, on peut pas trop s'égarer dans tous les sens parce qu'en fait, c'est clairement pas la cible. Ouais. Enfin, tu vois, les bières, enfin, je sais pas si t'as réussi à trouver sur Untappd la brasserie, mais on est sur de la bière blonde, blanche, ambrée, des trucs très classiques. Ouais. Et du coup, déjà, sortir de ça, c'est un peu compliqué vis-à-vis de la clientèle habituelle, tu vois. Tu sais, il y a des gens, ils arrivent et disent, ils veulent une bière normale. Ouais. Et tu te dis, oui, d'accord, mais c'est quoi une bière normale? Et en fait, ils savent pas te dire, quoi, parce que la seule bière qu'ils connaissent, c'est la bière de supermarché et c'est le picon et ça s'arrête là, quoi. Ouais. Donc, ouais, moi j'aurais envie de faire un Imperial Stout à 11 degrés, enfin un truc que je fais à la maison, mais clairement, il y aura pas de marché, quoi. Ouais. Enfin, pas sous le nom de cette brasserie-là, quoi. C'est que certain. J'ai des collègues qui font ça très bien dans la région et tant mieux, quoi. Ouais. S'il y a des amateurs de bière qui viennent à la brasserie, en fait, tu leur dis, il y a tel brasseur, il fait que des IPA, l'autre, il va faire plus des Easy, des NEPA et tout. Enfin, tu vois. Tu les renvoies vers d'autres, quoi. Bah, bien sûr. J'ai jamais goûté de NEPA de ma vie. Quoi? Ouais. Mais non, j'en ai goûte pas parce qu'après tu vas être accro. C'est vrai. Bah, c'est tellement du jus de fruits de houblon que c'est un délice. Moi, j'aime bien le houblon, j'aime bien l'IPA, mais j'aime beaucoup l'amertume. Et quand ah oui, dans la NEPA, il y en a beaucoup moins, ouais. Ouais. Mais après, je dis j'aime beaucoup l'amertume, mais j'aime pas l'amertume qui... tu sais, des fois, ça me fait une sensation au fond de ta langue, enfin de la langue qui me pique. Mais... C'est ce qu'ils appellent les hop burn, c'est que quand vraiment il y en a trop, quoi. Oui.
S'il y en a non, trop, mais je là, sais pas, parce que des fois, quand tu laisses vieillir une IPA, enfin la nôtre, là j'en ai brassé une il y a pas longtemps, elle le faisait au début, on l'a laissé vieillir 2 semaines de plus, elle le fait plus. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est peut-être autre chose alors. Ouais, Mais je en sais tout pas. cas, ouais, les NEPA, c'est beaucoup plus, ouais, beaucoup plus jus de fruits, quoi. C'est un peu plus, c'est plus épais aussi parce que souvent tu utilises des flocons d'avoine, donc. Ouais. Faudrait Bon, que... après, c'est des bières que j'ai pas encore essayé à la maison parce que au niveau de l'oxydation et tout, je suis pas encore serein. Mais un de ces quatre. Ouais, moi c'est... En vrai, en tant qu'amateur, on a tellement galéré à faire déjà juste une blanche correcte au début que j'ai même pas envie de Ouais. tester Naipa. Parce que de ce que j'avais cherché, il y avait beaucoup de blé dedans, j'ai trouvé de l'avoine aussi. Ouais, Et, flocons d'avoine, ouais. et du coup, ça m'a stoppé. Et puis, Alors, je sais pas si tu sais, mais l'astuce, c'est de mettre des écorces de riz, hein, du son de riz. hein, je savais pas. Et ça sert à quoi? Ben, en fait, sur ton orge, comme tu sais, l'écorce de l'orge, elle te sert à filtrer. Ouais, Bah, sur le blé, t'en as pas. Du coup, le but, c'est de rajouter quelque chose dans ton empâtage qui va remplacer cette écorce manquante au blé. Et du coup, l'écorce de riz euh, est un très bon moyen d'améliorer ta filtration. Quand t'as plein de blé, bah, en fait, rajouter ça, déjà, ça change pas le goût de la bière, c'est ouais, un avantage, mais surtout, ça te permet de faciliter grandement la filtration, quoi. ouais. Sur Brouland, ça s'appelle coque de riz. Donc c'est vraiment que l'écorce du riz, quoi. Enfin, c'est de la paille de riz presque. Je vais regarder ça. Attends, il y a Clément qui me demande pourquoi tu avais galéré à faire de la blanche. En fait, au début, on voulait faire une blonde et puis une blanche. En fait, faire une gamme très classique, mais un petit peu comme dans ta brasserie, je pense. Sauf Ouais, qu'on n'est pas des buveurs de blonde type lef, enfin la blonde classique, on va dire, et on n'est pas des buveurs de blanche non plus. Et du coup, on était vachement, comment dire, enfin, on mettait pas du cœur à l'ouvrage, on faisait pas ça de bon cœur, mais on le faisait. ouais, ouais. Moi, c'est mon explication un peu irrationnelle de pourquoi elle était pas bonne. Et le Ça truc, aide, c'est ouais, possible. je pense, hein, franchement. Et le truc, c'est que en plus, en la faisant, eh ben, on n'a jamais eu des résultats enfin, il y en a une où on s'est dit vraiment, je me souviens, on s'est dit, ouais, elle est, enfin, au début, on s'est dit, elle est pas bonne, elle est trop acide. On pensait à l'infection. Et avec le temps, mais quand je dis le temps, c'est à peine un mois ou quoi. Franchement, moi, c'était une des meilleures bières qu'on a fait, que j'ai goûté. Elle avait un petit goût de miel et tout, elle était vraiment trop bonne. J'ai jamais réussi à la reproduire. Et puis après, je m'en foutais aussi un peu parce que j'avais envie de passer. Moi, mon style préféré, c'est l'American Pale Ale. Et je préfère brasser ce type de bière, quoi, qui est très classique, Ouais, ouais. mais que j'adore. Ah, c'est ce que j'ai fait pour les 10 ans de la brasserie. Une American Pale Ale? Et, ouais. Enfin, Ouais. j'ai essayé de me rapprocher de ça en utilisant du cascade que j'ai trouvé en Alsace. Du Ouais. coup, voilà, j'ai fait un truc. Et c'est pareil, tu vois, relativement soft et accessible. Ouais. Et en effet, quand on fait déguster aux gens qui passent à la brasserie, enfin, il y a plein de gens qui me disent qu'elle est super bonne et tout, donc t'es content. Ouais. Après, tu sais, toi, en tant que brasseur, que c'est pas la meilleure bière que t'aurais pu faire. Ouais. Euh, mais comme elle plaît, tu vois, en fait, tu finis par te dire que c'est le principal, quoi. Oui, bah oui, c'est sûr. C'est ça aussi, hein, quand c'est ton taf après, tu, parce que tu peux faire des bières que tu kiffes, mais si ce que tu kiffes, c'est des bières à 14 degrés, Ouais. euh, bah, en fait, t'en vendras 3 à ton pote qui aime ça aussi, et ça s'arrête là, quoi. Et est-ce que toi, t'as un avis sur les houblons français? En fait, notre gamme classique, on l'a fait avec beaucoup de houblons français. Quasiment que des houblons français. Euh, Et je trouve le alors, trop herbacé tout le temps. ouais, mais ça, c'est, c'est le terroir, hein. Ouais. Euh, Le barbe mon rouge, tu le avis, sens, toi, le fruit rouge? Moi, j'ai du mal, hein, franchement. bah non, non, mais bon, ouais, le barbe rouge, on en met des tonnes, quoi, mais j'ai deux avis. Le premier, c'est en tant que sauvegarde de l'emploi français, c'est-à-dire que, enfin, puis rester local, je pense qu'il faut valoriser ce qu'on a dans notre pays.
de toute façon. Par contre, enfin, je suis désolé, mais j'ai goûté du houblon néo-zélandais, c'est à se taper le cul par terre, quoi. Ouais. En fait, je me demande s'il faudrait pas utiliser, en tout cas pour nous, on est en train de revenir un peu en arrière et utiliser, tu sais, le houblon français, on va dire, soit en amérisant, soit en aromatique, mais pour un dry hopping ou autre chose, bah, partir sur un autre houblon, parce Ouais, que non. clairement... En dry hop, faut mettre autre chose. Ouais. Parce que Moi, je fais pas de dry hop à la brasserie, et du coup, on a quasiment que du français en amérisant et en aromatique, mais ouais. si je devais faire du dry hop, non, ouais, il va falloir un truc fruité, quoi. On va pas pouvoir utiliser un truc français, sauf s'il y a des variétés dont on n'a pas encore connaissance, hein, parce que les houblonniers, faut pas croire, mais ils bossent. Hein. Et Elixir, tu l'as tenté? Non, je connais pas. Le nom, je connais, mais... Je l'avais acheté sur le comptoir du houblon parce que c'était marqué que c'était la variété qu'ils avaient développée pour faire du IPA. Ouais, j'ai reçu un mail là-dessus. Mais j'ai pas testé encore. Moi, j'ai pas encore trouvé que c'était incroyable, mais après, faut le retenter. JC qui dit déçu du Barbe Rouge. Ouais, déçu du Barbe Rouge parce que moi, je l'ai cherché des notes fruits rouges. Je croyais que ça allait être... je m'enflammais, hein, franchement. Je croyais que ça allait être le citrat de la fraise ou le citrat de... Enfin bref, je m'enflammais. J'ai compris après que le houblon français, c'était très herbacé et très... C'était plus sur des notes que sur quelque chose de très prononcé. Ah, je veux pas cracher sur les produits français, hein, parce que je suis un peu comme après, toi. Faut essayer, en fait. Oui. Oui, c'est vrai. Faut essayer parce que le houblon, tant qu'on l'a pas essayé dans une bière, on pourra pas savoir ce que ça donne comme arôme. Parce que déjà, les bières qu'on achète, c'est jamais écrit dessus ce que c'est comme houblon, hein. Enfin, c'est très rare. Et puis surtout, on va pas vous dire combien on en a mis dedans. Donc, à part essayer soi-même en faisant des batchs de 10-20 litres. Moi, j'ai du mal. Et du coup, le malt, vous avez une malterie locale ou vous servez chez les gros? Non, c'est chez des gros en Allemagne pour du bio. D'accord. Nos bières sont pas certifiées bio, mais le malt, il est bio, lui, parce qu'en fait, l'agriculteur qui récupère, c'est bio, et du coup, et comme pour le malt, la différence de prix est pas si importante. Ouais. On utilise du malt bio. Ouais, bah, c'est déjà pas plus mal, hein. Ouais, bah voilà, Clément. En Smash, clairement, c'est le meilleur moyen de tester un houblon. J'ai peut-être pas le palais assez fin pour me rendre compte de comment... de ce que ça doit sortir, mais quand tu lis la description et quand tu bois ta bière, bah, j'essaie d'imaginer, hein, franchement, tout ce qui est marqué dessus, et je le trouve pas. Hein. Ludovic Combe, j'ai utilisé le Barbe Rouge pour une IPA en dry hop à 8 grammes par litre, c'est pas trop mal, mais c'est pas assez explosif. Pas aussi explosif que le houblon américain, oui, tu m'étonnes. Non, mais c'est ça qu'on dit, c'est que ça sera pas... t'auras pas cette explosion de fruits que t'as avec les houblons américains ou australiens, quoi. Les houblons américains, pour moi, ils sont très orientés agrumes, si je dis pas de conneries. Et les houblons australiens, j'ai pas encore testé, c'est quel type de houblon, du coup? C'est plutôt floral, c'est plutôt agrume, c'est plutôt fruité, de souvenirs. Australie, Nouvelle-Zélande, c'est pas mal de houblons, plutôt sur les fruits jaunes, la pêche, la mangue, ce genre de trucs. Ouais. Faut que je teste. J'ai testé le Dr Rudy l'autre fois, mais faut que je l'ai pas, on n'a pas encore mis en bouteille le brassin. Et puis sinon, si vous pouvez tester le Sauvin dans une Smash, allez-y, quoi. Le quoi? Le Nelson Sauvin. Alors attends, je vais le taper, je le connais pas. Nelson. C'est un houblon qui s'appelle comme ça parce qu'il pousse au même endroit que les vignes de Sauvignon en Nouvelle-Zélande. Ah ouais. Et du coup, c'est un houblon qui ne pousse qu'en Nouvelle-Zélande. Qui coûte un peu cher. Apportez des arômes de Sauvignon blanc, groseille à votre bière. C'est très très fin, mais du coup, faut en mettre une tonne. Mais faut mettre que ça, quoi. De temps en temps, je vois des recettes où il y a du Sauvin, genre en amérisant, tu pleures parce que quand tu vois le prix que ça coûte quand tu peux en avoir. Ouais, là, ils sont en rupture sur saveur bière. Ah ouais, non, mais c'est le genre de truc, faut être le premier à cliquer sur... Ils sont en stock et en bio chez Autobrasseur.
Après, le houblon américain, c'est fort. Pour info, vous achetez où vos houblons pour brasseur maison? Nous, on achète sur le comptoir du houblon. Mais en gros, c'était que des formats de 1 kg, je crois, minimum. On faisait ça pour acheter du houblon français. On s'est rendu compte qu'en fait, en l'achetant à Saveur Bière, on avait le même houblon qui venait du comptoir du houblon, ou le comptoir agricole, je sais plus. Et du coup, on pouvait l'avoir en plus petite quantité. Du coup, on l'achète plutôt sur Saveur Bière maintenant. Ouais, tu vois, le Sauvin en bio, là, il est disponible, mais en 50 grammes, c'est déjà 11 balles. Ah ouais, putain. Du coup, si tu veux 1 kilo, bah, en fait, t'en es à 125 Ah euros. ouais, j'avais pas vu le conditionnement. Attends, 1 kg, 125 euros. Ouais. Donc, t'imagines. Et là, pour un brassin 100 grammes, 20 euros. Ouais, ça commence à faire. Après, on est en train de voir pour, en gros, vu qu'on est 2 brasseurs, on aura 2 gammes de bière. Moi, la mienne, elle va s'appeler l'éphémère, parce que c'est que des brassins éphémères, et puis on voulait faire un truc genre, tu sais, l'américaine, la mer indienne, ou la mer Cantille. Ouais, Ça ouais. serait une bière qui coûterait cher. Et je me dis, bah, ça peut faire partie de la mer Cantille, par exemple. Putain, j'en reviens pas du prix. Ouais. Et c'est pour ça, il faut à traiter avec beaucoup d'amour dans la bière, parce que c'est dommage de gâcher, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Mais Ouais. même en amérisant, il peut être utilisé. Enfin, il vaut le coup d'être utilisé en amérisant. On peut mettre en houblon discret et puis l'utiliser que en aromatique. Non, faut le mettre en aromatique. Ouais. Même en houblonnage accru, comme ça. Ah oui. Il Ouais, surtout tranquille. même. C'est vrai. De toute façon, le houblon, faut s'imaginer que c'est un produit rare. Hein. Les gros industriels ont des contrats avec les houblonniers, du coup, toutes les grosses quantités partent chez eux. Et puis ensuite, le reste, c'est dispatché à justement toutes ces petites boutiques, des grossistes ou des petites boutiques de vente en ligne ou même des boutiques de brasseurs amateurs dans toute l'Europe. Donc, le houblon, c'est la roulette. Hein, c'est un peu comme les soldes. Il faut être le premier à l'acheter quand ça sort. Quitte à en acheter un peu beaucoup, le stocker au congélo et puis s'en servir toute l'année. En plus, sur le comptoir du houblon, on peut avoir une notification ou un mail à chaque fois que les stocks sont remis à jour. J'y sais rien faire qui dit. Il y a aussi Rolling Beer, effectivement, il y a aussi Rolling Beer. Mais j'avoue, je prends plus mon houblon chez Rolling Beer. Le houblon sort à quelle époque de l'année? Les récoltes, c'est plutôt septembre. C'est septembre. Là, ce sera peut-être fin août, mais surtout septembre. Tu vois, pareil. Tu parlais il y a déjà des houblonniers amateurs dans le sud de la France qui ont déjà des cônes, donc. Ouais. Tu parlais du cascade tout à l'heure. Le cascade français, il est bon. Il marque au moins une différence entre le cascade, le barbe rouge, le triskel, tu vois. Ouais, sauf que son alpha, il est pété contrairement au cascade américain. Et puis, ouais, typiquement, c'est un des premiers qu'on a utilisé, qu'on a essayé. Et... Bon, bah voilà. Moi, c'est ce que j'ai mis dans la pale ale, mais et clairement, je pense que si je refais le brassin, j'en mets, je sais pas, 50% de plus, quoi. Ouais. Parce que on le sent pas, enfin on le sent, mais c'est très léger. Je jongle entre Saveur Bière et Rolling Beer. Pourquoi tu prends plus chez Rolling Beer? Pour le houblon uniquement, on prend plus chez Rolling Beer, c'est juste une question de frais de port. Parce que vu qu'on commandait, genre pendant un temps, on commandait toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, parce que Robin, donc l'autre brasseur, il avait envie de faire une recette et donc d'avoir le matos. Et puis moi, j'avais aussi envie de faire une recette et d'avoir le matos. Seulement, on se coordonnait pas au bon moment, on n'était pas si bien organisé. Du coup, on commandait souvent. Du coup, on est passé par Saveur Bière parce que je sais pas comment ils calculent leurs frais de port. En plus, ils sont pas très chers. Mais bref, ils sont beaucoup. Leurs frais de port sont beaucoup moins chers et leurs produits sont dans une gamme normale de prix. Mais du coup, c'est pour ça qu'on prenait ça là-bas. Mais c'est bizarre, je vois, ils doivent avoir un problème. Parce que genre, quand tu commandes des bouteilles en gros sur Saveur Bière, tu payes très peu. En tout cas, il y a un an, on payait très peu de frais de port, alors que chez Rolling Beer, on payait, je sais pas, pour 100 bouteilles, on payait peut-être 30-40 euros de frais de port. Et chez Saveur Bière, je vais pas dire une connerie, mais c'était 10 euros, pas plus. Après, en tant qu'association, comme vous n'avez pas besoin d'énormément de matos,
peut-être essayer de voir s'il n'y a pas un brasseur du coin qui peut pas vous rajouter une palette de bouteilles. C'est ce qu'on fait maintenant. Prochaine. Ah ouais. Bah, on a un groupement d'agriculteurs à côté qui fait du jus de pomme, du cidre. Et du coup, on profite d'eux pour prendre de la bière chez leurs fournisseurs. Pour prendre des bouteilles de bière. Et là, tu vois, on paye... avant, on payait la bouteille peut-être 96 centimes hors taxe. Là, on est descendu... 96 centimes TTC. Là, on est descendu déjà à 50 et quelques. C'est déjà mieux pour nous. Bah oui. Et puis, on la commande par 1200, je crois. Ouais, c'est ça, une palette. Je pourrais pas te dire à combien on les touche, nous, mais en effet... plus de 50 centimes, tu peux, c'est pas possible, quoi. Tu vends pas ta bière. Oui, et puis c'est con, quoi. Ah ouais. Un brasseur à côté de chez nous, un brasseur qui fait 500 litres par brassin, il a une cuve ou deux, il a 2 cuves. Bah lui, il touche sa bouteille à 30, un peu moins de 40 centimes, je crois, entre 30 et 40 centimes. Donc ça, c'est quand même des économies d'échelle qui sont intéressantes. Hein. Surtout pour ça. C'est pour ça qu'il faut en acheter. Enfin, nous, quand on en achète, c'est par 2 palettes parce qu'on va les chercher nous-mêmes. Ouais. Mais et puis qu'on n'a pas de place pour stocker. Mais en effet, si tu peux te permettre de commander 10 palettes d'un coup, le prix des bouteilles, ça va chuter. Mais du simple au double, quoi. Ouais. Clément, tu demandes s'il y a moyen d'acheter ta bière. Tu parles de la bière de la brasserie d'Arthur, la Welsh. C'est Welsh qu'on dit ou Welsh? Welsh. Welsh, oui. La Welsh ou tu parles de celle de notre association? Parce que nous, on se vend qu'en local. Hein. On fait très très peu de bière. On fait, je sais pas, peut-être 50 à 70 litres semaine. Donc on se vend pas sur Internet ou quoi. Des fois, j'aimerais bien me vendre sur Internet parce que tous les gens à qui on vend notre bière, ce sont des gens qu'on connaît. C'est des copains. C'est des copains ou des gens autour de chez nous. Et du coup, j'aimerais bien avoir le retour de gens intransigeants, j'ai envie de dire, ou qui ont un regard plus technique ou plus fin sur notre bière. Et je me disais qu'un jour, je ferais ça, j'enverrais de la bière à du monde et puis on fera une petite vidéo où chacun donne son avis et critique et sans pitié, j'ai envie de dire. Mais juste que au moins avoir un retour objectif, quoi. Ouais. On va peut-être arrêter là. Et puis, en tout cas, c'était très sympa. C'était pas prévu et très cool à la fois. Voilà, ce podcast est fini.